Bonjour et bienvenue dans Partie Technique, l'émission qui vous vulgarise l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement d'un appareil photo et d'une caméra. Alors accrochez-vous, ça va être technique. Aujourd'hui, nous connaissons tous l'appareil photo. De l'appareil jetable au capteur intégré dans nos smartphones, nous en avons tous déjà eu entre les mains. Pour la partie histoire, l'ancêtre de l'appareil photo s'appelle le daguerréotype. Il est présenté en 1839 et utilise un procédé chimique afin de prendre la photo en une trentaine de minutes. Heureusement pour nous, Kodak présente en 1975 son premier appareil photo à bande numérique. Il lui suffit seulement de 23 secondes pour prendre une photo. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple dans l'ensemble. Tout corps touché par une lumière renvoie des ondes, c'est ce qui nous permet de voir. L'appareil photo a lui aussi un œil que l'on va appeler le capteur. Ce capteur va venir capter et enregistrer toutes ces ondes. Bien entendu, si le capteur serait tout le temps à la lumière, il aurait beaucoup de lumière et donc beaucoup d'informations, même beaucoup trop, et donc aucune image ne serait lisible. Alors pour éviter cela, pour éviter que l'image ne devienne entièrement blanche, entièrement floue, qu'elle soit surexposée, nous allons ajouter un obturateur devant ce capteur. Cet obturateur va venir isoler le capteur de la lumière. Il suffira de l'enlever lorsque nous souhaitons prendre une photo. Alors, pour un portrait ou une photo rapide, tout se passe bien. Mais que se passe-t-il lorsque nous avons besoin de plus de détails? Eh bien, il va falloir limiter la quantité de lumière qui vient jusqu'au capteur. S'il s'agit d'une photo prise de nuit, ou alors dans un environnement contrôlé, tout se passe bien. Mais alors, comment faire en extérieur? Eh bien, c'est assez ingénieux. Nous allons venir dans l'objectif placer des petites lamelles, un diaphragme. Un diaphragme qui va permettre de limiter la quantité de lumière lorsqu'il va venir se refermer. Ainsi, nous pouvons faire des poses plus longues, apporter plus de détails, sans pour autant noyer le capteur. Nous pouvons donc maintenant prendre une photo. Mais alors, comment faire pour savoir si nous allons prendre la photo que nous souhaitons? Eh bien, il existe plusieurs méthodes à cela. La plus ancienne est celle utilisée dans les appareils type réflexe. Il s'agit d'un miroir qui va venir se placer devant le capteur et l'obturateur. Ainsi, il va pouvoir nous envoyer, grâce à un jeu de miroir, l'image dans le viseur, à l'endroit bien entendu. Mais attention, il s'agit là de ce que nous voyons en vérité, et non pas de ce que verra le capteur avec les paramètres que nous lui avons définis. Mais attention, ce système est mécanique et peut casser, donc il va être amené à disparaître. Dans un autre système, pour gagner de l'espace, avoir un système qui n'est pas mécanique et donc moins bruyant, nous allons utiliser directement l'information qui est lue sur le capteur. C'est le modèle qui est utilisé pour les appareils photo type bridge hybride. Nous allons donc voir l'image directement lue sur le capteur avec les paramètres que nous lui aurons définis. Alors, pour récapituler, voilà comment fonctionne un appareil photo type réflexe. La lumière va venir entrer à l'intérieur de l'objectif. Le diaphragme va venir s'ouvrir ou se refermer à la valeur indiquée. Le miroir va se relever, cachant ainsi la vue dans le viseur. Et une fois la lumière atteignant l'obturateur, celui-ci va s'écarter pour laisser le capteur prendre toutes les informations. Une fois la durée de la photo finie, nous avons l'obturateur qui va venir se replacer. Nous pourrons à nouveau voir dans le viseur car le miroir va venir se rabaisser. Et enfin, le diaphragme va s'ouvrir au maximum. Mais alors, l'objectif ne sert qu'à amener la lumière jusqu'au capteur? Oui mais non. L'objectif sert évidemment à amener et contrôler la lumière jusqu'au capteur. Mais il ne sert pas qu'à cela. C'est pour cela que nous avons plusieurs types d'objectifs. Des courts, des longs. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le verre poli qui se trouve au bout de cet objectif, la lentille. Il y en a une que vous connaissez, même si vous n'êtes pas photographe. Il s'agit de la fisheye. Pour comprendre, revenons donc à l'œil humain. Parce que nos yeux se trouvent dans nos orbites, nous avons une vision d'à peu près 200 degrés face à nous. Or, lorsque nous souhaitons prendre une photo, il se peut que nous voulons un objet unique et très éloigné. Alors, il faudrait utiliser un téléobjectif. Cet objectif est très reconnaissable parce qu'il est long et nécessite quelquefois un second trépied pour être maintenu en place. Il est utilisé par exemple lors de reportages animaliers lorsque nous ne pouvons pas nous approcher de l'animal. Ou alors lorsque nous souhaitons montrer des détails architecturaux éloignés. A l'inverse, lorsque nous souhaitons montrer la taille imposante d'un bâtiment, nous allons utiliser un objectif grand angle, un objectif qui a plus d'une vision de 45 degrés,
parce qu'il nous permet de mieux transmettre l'imposance d'un bâtiment. Et enfin, lorsque nous allons prendre une photo au portrait, nous allons utiliser une focale dite normale. Il s'agit d'un objectif avec un angle de vision de 45 degrés afin de ne pas rendre la photo disproportionnée. Le fisheye dont j'ai pu vous parler avant est donc un objectif grand angle. Il a en effet une vision à 180 degrés et rend donc des photos disproportionnées. Les caméras 360 degrés ont donc bien souvent deux objectifs, deux fisheye disposés de part et d'autre afin d'offrir une vision à 360 degrés. Mais alors, comment marche une caméra ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une vidéo. Une vidéo est en fait une suite d'images mis bout à bout qui vont venir donner un effet de mouvement, comme le seraient les images d'un flipbook. Alors une caméra n'est rien d'autre qu'un appareil photo qui va venir prendre des images et les mettre bout à bout. Pour être plus précis, il prendra le nombre d'images par seconde que nous lui demanderons. Nos yeux plafonnent généralement à 240 images par seconde, alors il est très peu utilisé et nécessaire de monter aussi haut. Pour les films que vous irez voir au cinéma, il est d'habitude d'utiliser la norme des 24 images par seconde. Il s'agit là plus d'une habitude que d'un choix, car il était nécessaire au XXe siècle d'utiliser des pellicules de 24 images par seconde. Pour la télé est souvent utilisée la norme des 25 images par seconde, car il s'agit là de la cadence standard des caméras européennes, mais aussi pour être compatible avec Internet, avec les supports physiques et les anciens téléviseurs. Pour les territoires américains et aussi australiens, est utilisée la cadence des 30 images par seconde. Les 50 ou 60 images par seconde sont utilisées sur Internet. En effet, les vidéos sont beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides. Mais comme il est gourmand en ressources et aussi en espace, les DVD ne pourront pas les supporter. Seuls les Blu-ray pourront le faire au prix d'une perte de qualité. Enfin, lorsque vous souhaitez faire des ralentis sans avoir de flou de mouvement, il faudra utiliser une cadence comme 120 ou 240 images par seconde, afin de pouvoir le ralentir dans une station de montage. Attention, cela prend énormément de stockage. Vous voilà donc avertis concernant le fonctionnement d'une caméra ou d'un appareil photo. Dans le prochain épisode, nous en verrons l'utilisation. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce genre. Merci beaucoup, au revoir.